Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. Vous allez voir pour notre vidéo en 3 actus insolites de la semaine, j'ai encore du très lourd. Il y a des semaines où l'actualité ressemble moins à un fil d'événements qu'à une série de décalages subtils, presque imperceptibles, mais suffisamment insistants pour que l'on sente que quelque chose ne tourne pas rond. Et on est dans ce genre de semaine. On lève les yeux vers le ciel et l'on observe une lune qui ne correspond plus vraiment à ce que notre mémoire visuelle considère comme normal. Puis on découvre aussi que des insectes minuscules, à peine plus visibles qu'un grain de poussière, modifient en silence le fonctionnement même de notre corps, comme si le vivant était désormais traversé par des logiques qui ne nous consultent plus. Et enfin, au moment où l'on se dit que c'est peut-être nous qui exagérons, voilà qu'au fin fond d'un champ argentin, la Terre elle-même se met à produire des formes impossibles, non pas tracées, non pas écrasées, mais littéralement sculptées sans outils, comme si la matière avait décidé de signer un message sans émetteur identifiable. Ce ne sont pas des catastrophes ni des révélations spectaculaires, mais ce sont des détails qui s'additionnent, des signes qui s'obstinent, des phénomènes qui semblent se répondre à distance. Des choses trop mineures pour déclencher une alerte, certes, mais bien trop étranges pour passer inaperçues. Alors les amis, aujourd'hui on va prendre le temps de regarder nos 3 actus insolites de la semaine. Pas pour paniquer, pas pour conclure trop vite, mais pour comprendre ce qu'il suggère de notre époque. Un moment où la nature, la biologie et le paysage semblent lui-même devenir imprévisibles. Alors installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y go, on y va, et c'est maintenant les amis. On rentre directement dans notre actu numéro 1. Mais que se passe-t-il donc avec la Lune? Il y a d'abord eu ces photos étranges qui ont commencé à circuler discrètement sur les réseaux. Une Lune couchée à l'horizontale, presque renversée, comme si quelqu'un avait pivoté le croissant de 90 degrés. Pour beaucoup, c'était une simple curiosité, un phénomène rare lié à la latitude ou à l'inclinaison saisonnière. Sauf que cette année, ce phénomène théoriquement ponctuel est devenu presque mensuel, visible depuis des pays où il n'aurait jamais dû se répéter avec autant de régularité. Forcément, les astronomes appellent ça une wet moon, une lune humide, une lune en bol, un événement parfaitement naturel, disent-ils. Et pourtant, ce qui frappe, ce n'est pas seulement la fréquence, c'est cette impression d'incohérence, ce décalage léger mais persistant, comme si les repères qu'on croyait immuables, je vous le disais, glissaient lentement. Puis les vidéos ont évolué, et avec elles, le niveau d'inquiétude. Parce que sur certaines images, en Asie, en Europe de l'Est, au Brésil, on ne voyait plus seulement une lune inclinée, mais une deuxième forme lumineuse, plus pâle, plus floue, qui suivait la même trajectoire avant de disparaître. Pour certains, ce n'était qu'un reflet d'objectif. Pour d'autres, beaucoup d'autres, c'était littéralement une deuxième lune. Une anomalie fugace qui semblait confirmer ce que les photos ne faisaient qu'esquisser. Et c'est là que la rumeur a explosé. On change de ciel, il y a 2 lunes, quelque chose a basculé, Kim Glo des Marseillais avait raison. Normalement, ce genre d'emballement s'essouffle, mais cette fois, pas du tout. Parce que c'est précisément au moment où la rumeur a atteint son pic que les médias sont à nouveau revenus à la charge et ont sorti soudain une nouvelle explication, toute prête, presque trop parfaitement synchronisée. La Terre aurait une quasi-lune, un petit corps rocheux qui partagerait notre orbite. Alors là, on ne parle plus de saison ni de quoi que ce soit d'autre.
On parle de 2025 PN7, un astéroïde d'une vingtaine de mètres de diamètre, découvert officiellement à la fin de l'été 2025 et dont les astronomes, toujours les mêmes, affirment qu'il tourne autour du Soleil en parfaite résonance avec la Terre depuis les années 60 sans attirer l'attention de personne pendant plus d'un demi-siècle. Une présence silencieuse, presque trop discrète, qu'on nous révèle aujourd'hui avec un calme surprenant. Mais bien sûr qu'il était là, il a toujours été là, depuis longtemps, vous ne le saviez pas, vous vous rappelez pas ce qu'on vous a appris à l'école? Et c'est ce timing qui dérange. Le ciel commence, qu'ils le veulent ou pas, à montrer des anomalies visibles pour le grand public. Les réseaux s'affolent, les vidéos deviennent virales et c'est précisément à ce moment-là qu'on nous annonce tout un tas d'explications, dont l'existence d'un compagnon orbital oublié soi-disant depuis 60 ans. La question que beaucoup se posent alors n'est dorénavant plus de savoir si 2025 PN7 existe, ça c'est un fait. Mais pourquoi cette information surgit exactement maintenant, au moment où des milliers de personnes affirment que la Lune elle-même ne se comporte plus comme avant. Et ce n'est pas seulement une impression vague ou un caprice esthétique. Des centaines de témoignages décrivent une Lune au mauvais endroit, à une orientation absurde ou à l'envers par rapport à leur enfance. Et c'est là qu'une autre explication a ressurgi, un mot, comme ça, qu'a pop-up, presque malgré lui, glissant comme une ombre dans les discussions. Mais enfin, c'est simplement l'effet Mandela. Vous savez, l'effet Mandela, cette sensation collective de se souvenir d'un monde légèrement différent de celui qu'on observe aujourd'hui. Cette impression désagréable que la réalité a été réécrite par petites touches pendant qu'on avait le dos tourné. Donc voilà, rien de fou, c'est encore nous, on se fait des idées. Ce qui trouble, ce ne sont pas les anomalies en elles-mêmes, c'est le ton des réponses officielles. Cette certitude inflexible, ces phrases calibrées pour fermer la porte aux doutes et aux interrogations. C'est normal, vous y connaissez rien, on voit ça tous les ans, c'est l'effet Mandela, comme si toute interrogation relevait de l'ignorance, de la bêtise ou de la conspiration. Parce que l'astronomie, ce n'est pas une science du flou, c'est une science de cycles, d'angles, de trajectoires précises qui ne laisse aucune place à l'à peu près. Alors, quand la Lune semble légèrement décalée, quand une rumeur de deux lunes alimente des millions de vues en quelques jours, il faut bien trouver des explications officielles. Du coup, quand un astéroïde compagnon découvert cette année devient soudain l'outil miracle d'un fact-checking trop pressé, et quand des milliers de gens affirment qu'ils n'ont jamais vu la Lune dans cette orientation pendant leur enfance, et qu'on nous sort l'effet Mandela, la vraie question n'est peut-être dorénavant plus de savoir est-ce qu'on nous ment. La vraie question est de comprendre pourquoi on nous demande avec autant d'insistance de faire semblant de ne rien voir. On rentre maintenant dans notre actu numéro 2, la reprogrammation de notre corps. Il y a d'abord eu des articles anodins, presque périphériques, que personne ne lit vraiment en détail. De petits moustiques, apparemment déplacés, ont été retrouvés dans des régions où ils n'auraient jamais dû survivre. Un cas en Islande, 3 spécimens seulement, mais suffisamment pour faire surgir un frisson. L'un des derniers endroits au monde où l'on pensait être totalement épargné par ces insectes a laissé apparaître cette présence incongrue. Il faut savoir que même à Vegas, on a pu constater une prolifération anormale de moustiques. Puis, presque simultanément, le Royaume-Uni reconnaît la découverte d'œufs de moustiques égyptiens, une espèce invasive capable de transporter dengue, chikungunya ou Zika, tandis que le moustique tigre asiatique s'installe tranquillement dans le Kent. Officiellement, tout cela s'explique par le climat, les températures, les migrations involontaires. Une histoire de thermomètre et de vent chaud. Encore une fois, racontée avec cette assurance habituelle, presque mécanique de ceux qui savent. Mais ce qui dérange, ce n'est pas la théorie, encore une fois, c'est le timing. Parce que depuis quelques années, on sait que certains acteurs, qu'on pourra qualifier d'idéologiques autant que technologiques, ont travaillé sur des moustiques génétiquement modifiés, censés être inoffensifs, incapables de piquer et encore moins de transmettre quoi que ce soit. J'ai fait une vidéo sur la ferme à moustiques de Bill Gates il y a déjà plus de 4 ans où je tirais la sonnette d'alarme. Allez le voir, je vous mets le lien en barre de description de celle-ci. Regardez là, c'est dément.
Et donc, pourtant, dans certaines régions des États-Unis où ces moustiques OGM ont été libérés, on observe une remontée statistique des cas de malaria comme un écho silencieux que personne n'arrive à expliquer clairement. Les fact-checkers, encore eux, ont tranché. Le lien est impossible, infondé, absurde. Mais comme toujours, quand une voix trop forte répète que quelque chose est impossible, la question qui reste n'est dorénavant pas « est-ce que c'est vrai ?», mais pourquoi cet empressement à dire que c'est faux ? Surtout qu'en parallèle vient l'autre insecte, celui qui dérange encore beaucoup plus, parce qu'il ne se contente pas de déplacer des maladies, celui-ci. Il modifie le rapport même du corps à la nourriture. Je vous parle de la Lone Star Tick, la tique à l'étoile solitaire, autrefois cantonnée au Texas, puis au sud-est des États-Unis, qui s'avance désormais jusqu'au Maine et glisse vers le Colorado. Toujours la même explication. Le climat, les saisons, la migration animale, le réchauffement climatique, toujours la même tonalité. Ne vous inquiétez pas. Pourtant, cette tique en apparence banale porte une particularité glaçante. Une seule morsure peut déclencher un syndrome appelé alpha-gal, une réaction immunitaire qui peut rendre une personne allergique à la viande rouge. Parfois au porc, parfois au bœuf, parfois au venaison et parfois au lapin. Parfois même aux produits dérivés. Certains produits laitiers, des gélatines, des brosses, des encapsulations invisibles. Ce n'est pas une allergie bénigne en plus. Elle peut être violente, retardée, imprévisible. Et d'ailleurs, un homme de 47 ans en est mort après avoir mangé un simple hamburger lors d'un camping familial. L'affaire s'est déroulée cette semaine et a été classée, étiquetée, documentée Alpha-Gal syndrome. Et c'est ce qu'ont conclu les analystes et basta. Mais l'onde de choc reste là, silencieuse. Un insecte qui redéfinit ce que le corps juge comestique. Un insecte capable en une seule morsure de transformer un omnivore en quasi-végétarien forcé. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un article universitaire, passé inaperçu dans la presse grand public, est réapparu. Et c'est là, vous allez le voir, que les choses deviennent plus que dérangeantes. Parce que dans cet article, il y a 2 chercheurs de l'Université du Michigan qui sont allés plus loin que le simple constat scientifique. Leur raisonnement, posé noir sur blanc, est limpide. Si manger de la viande est moralement condamnable selon certains principes éthiques, alors finalement, empêcher la propagation de la tique qui provoque l'allergie à la viande devient, selon eux, moralement condamnable. Non mais vous vous rendez compte la logique ? Et inversement, laisser proliférer cette tique, voire favoriser sa prolifération, serait moralement souhaitable, puisqu'elle encouragerait les humains à réduire leur consommation de viande. Leur papier évoque sans détour la possibilité de modifier génétiquement des tiques pour intensifier la transmission de ce syndrome. Leur conclusion, les amis, est nette et sans ambiguïté. Promouvoir la prolifération de la tique génératrice d'alpha-gal est moralement obligatoire si cela réduit la consommation de viande et prévient un futur pire pour la planète. Non mais vous vous rendez compte ? On n'est plus dans une théorie environnementale là. C'est pas un débat sur l'écologie, ni sur le climat, ni sur l'éthique alimentaire. C'est une proposition de bio-intervention sur les corps via un vecteur parasitaire pour transformer les comportements humains de manière irréversible. Pas une campagne de sensibilisation, pas même une politique alimentaire, mais une réaction biologique forcée. Et ils vous balancent ça sans honte. Ce qui inquiète, ce n'est pas seulement l'existence de ces positions extrêmes, c'est le fait qu'elles émergent au moment précis où les moustiques, les tiques, les allergies inédites et les phénomènes naturels se multiplient dans des zones où ils n'auraient jamais dû se trouver. On est d'accord ? Ça veut dire que c'est un faisceau de coïncidences qui, mis bout à bout, laisse planer cette impression qu'on ne cherche plus seulement à influencer ce que nous pensons, mais à remodeler silencieusement la manière dont nos corps fonctionnent, les amis. Et quand un simple insecte peut décider de ce que vous êtes autorisé à manger, quand une morsure suffit à réécrire votre immunité comme on modifie une ligne de code, quand une discipline académique commence à affirmer que ces transformations involontaires auraient une vertu morale, la vraie question n'est peut-être plus d'où viennent ces insectes, mais vers quelle nouvelle norme corporelle veut-on nous pousser et qui décide ?
pour nous. On passe directement, les amis, à notre actu numéro 3. Le crop circle d'Argentine. Celle-là, j'ai adoré parce que c'est un de mes sujets préférés en vrai. Il y a des lieux où les phénomènes refusent de s'éteindre, où année après année, malgré les enquêtes, les démentis, les démonstrations, quelque chose continue de revenir obstinément, comme si la Terre elle-même tentait de transmettre un message que personne n'arrive vraiment à décoder. Ipuaçu, dans l'ouest de Santa Catarina, est l'un de ces endroits. Depuis 2008, chaque automne, les champs de blé de cette région isolée se réveillent marqués par des figures géométriques dont la simplicité apparente masque une complexité troublante. Cercles, spirales, alignements, motifs qui ne devraient exister qu'en laboratoire ou sur des logiciels de modélisation et qui pourtant apparaissent nuit après nuit dans le silence rural. Cette année encore, cette semaine même, le premier crop circle a été découvert tôt le matin du 3 novembre. Un agriculteur, en passant le long de la route principale, remarque une anomalie parfaitement dessinée dans son champ. Un cercle central, inscrit dans un triangle, 2 anneaux supplémentaires, puis avant la périphérie finale, un double heptagramme. Un motif qui au premier regard semble équilibré, symétrique, presque harmonieux. Mais l'harmonie n'est jamais simple dans cette affaire, vous allez le voir. La mairie, désormais habituée à cette tradition involontaire, a publié un communiqué presque enthousiaste. On y parle de potentiel touristique, de mise en valeur du patrimoine, comme si l'apparition récurrente de géométrie impossible était devenue une opportunité économique, un argument pour attirer les curieux, les chercheurs, les passionnés de mystère, voire que c'est ça l'explication, c'est juste une façon de nourrir l'économie. Ce glissement étonnant du phénomène paranormal supposé vers l'exploitation commerciale intrigue autant qu'il questionne. Que se passe-t-il donc quand un mystère devient une ressource municipale? Ou est-ce que c'est ça qu'on est bien en train de nous dire? Derrière ces discours policés, les spécialistes, eux, vous en doutez, s'affrontent. Certains n'ont aucun doute. Ce crop circle est encore un faux. Les mesures montrent des irrégularités, des distances inégales entre le cercle central et les parois du triangle, des épaisseurs fluctuantes, des contours hésitants, des marques de piquets dans le sol. Ce qui devait incarner la perfection mathématique ressemble pour certains davantage à l'effort consciencieux mais maladroit d'un groupe d'amateurs cherchant à imiter les chefs-d'œuvre d'Angleterre. Vous savez, en Angleterre, ces agroglyphes dont la précision frôle parfois l'inhumain, voire souvent. Et pourtant, il existe une autre lecture, tout aussi présente mais qu'on préfère ignorer. On y trouve les ufologues, comme Louis Prest Jr., pour qui la récurrence, la complexité, la cohérence interne du motif et surtout l'absence de traces humaines évidentes pointent dans une direction radicalement opposée. Pour eux, certains de ces agroglyphes ne peuvent pas être humains. Pas cela, pas ici, pas avec ces courbures impeccables et ces aplatissements de tiges qui semblent presque tressés plutôt que forcés. Entre ces deux visions, donc vous l'aurez compris, celle du faux mal ficelé et celle du signe réel, quelque chose se dessine d'étrange malgré tout. Parce que la question n'est plus seulement qui fait ces cercles, mais pourquoi ce village, chaque année, devient-il le théâtre de cette bataille entre sceptiques et croyants? Pourquoi ces champs, après chaque récolte, reçoivent-ils de nouveaux dessins comme si quelqu'un ou quelque chose s'obstinait à maintenir le phénomène des crop circles en vie? Et surtout, pourquoi les faux semblent-ils souvent si maladroits alors même que la région est étudiée depuis plus de 15 ans et qu'il y en a pas mal qui sont inexplicables? C'est là qu'émerge alors un étrange paradoxe qui dérange tout le monde, sauf ceux qui observent le phénomène depuis bien plus longtemps. L'existence des faux ne discrédite absolument pas les vrais en réalité, elle les souligne. Parce qu'à force de voir certains ricaner, pointer les erreurs, se féliciter d'avoir repéré une corde, une empreinte, un piquet, on finit quand même par remarquer une chose qu'ils ne semblent même plus, eux, percevoir. Parce que les gars, pour affirmer qu'un crop circle est faux, il faut bien que vous ayez admis d'une façon ou d'une autre qu'il existe un modèle authentique, une référence, une version originelle que les imitateurs tentent de reproduire. Autrement dit, vous l'aurez compris, chaque fois qu'un sceptique crie au canular, il confirme malgré lui ce qu'il nie depuis toujours.
qu'il existe un vrai, quelque part, suffisamment marquant pour justifier ces copies. Quand on regarde l'histoire d'Ipuaçu, impossible d'ignorer que les premiers agroglyphes apparus ici, ceux de 2008, 2009, 2010, 2011 et j'en passe, présentent une perfection que personne n'a jamais su imiter. Des aplatissements homogènes, des courbatures tressées, une absence totale de traces périphériques, une symétrie mathématique qui encore aujourd'hui dépasse les capacités d'un canular nocturne. Les faux soi-disant récents sont bancals, hésitants, imparfaits, et c'est précisément ce qui les trahit. Mais ils révèlent aussi autre chose. S'il existe autant d'imitations ratées, c'est peut-être parce qu'il y a eu un original que personne n'a jamais réussi à égaler. Et les chercheurs de vérité le savent, parce que là je m'adresse aux sceptiques, il y en a bien plus d'un. Alors, continuez à rire, hein, bien sûr, vous pouvez continuer de répéter tout est faux, que tout est expliqué, que c'est n'importe quoi. Mais bon, la vérité c'est que tant que vous ne vous rendez pas compte que ça signifie qu'aucune équipe n'a jamais réussi à reproduire la perfection de ceux que indirectement, implicitement, vous qualifiez de faux, c'est que implicitement vous les qualifiez de vrais. Parce que moi j'ai envie de dire que ça ressemble plus au fait que depuis 15 ans, les gens ne cessent d'essayer avec des tentatives maladroites de détourner l'attention des vrais ou de nous faire nous poser la question est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, alors qu'en vérité on devrait se poser la question de quel est le message, pourquoi ils sont là depuis toujours à travers le monde. Donc vous l'avez compris, en réunissant ces trois histoires, la lune qui semble changer d'angle et se dédoubler, les moustiques et les tiques qui redéfinissent l'alimentation mondiale comme si la sélection des corps devenait un projet technologique, et maintenant ces motifs gigantesques qui s'écrivent dans les champs du Brésil comme un langage que personne ne maîtrise, on voit apparaître quelque chose de plus large qu'une simple série d'actualités étranges. On voit clairement dorénavant un fil presque invisible, mais un fil qui semble traverser tout. Parce qu'à chaque fois, le schéma est identique. Quelque chose déraille dans le réel, quelque chose interpelle, quelque chose dérange, et immédiatement, on nous tend une explication prête à l'emploi. Déjà formaté, déjà calibré, déjà validé. Vous le voyez dans tous les cas. Ils arrivent, manifestation, comme si la question importait moins que la nécessité de fermer le débat avant vite qu'il ne s'ouvre. Une lune qui bascule, c'est normal, vous inquiétez pas, soyez pas fous. Des insectes capables de reprogrammer la biologie humaine au point de modifier ce qu'on peut manger, c'est le climat, ne cherchez pas plus loin, ce fameux dérèglement climatique. Des crop circles qui réapparaissent pendant 15 ans au même endroit avec parfois une précision d'horloger qui ridiculise les meilleurs faussaires, ce sont des blagues, dormez tranquille, c'est des faux. Toujours la même musique. Surtout ne regardez pas, n'insistez pas, ne reliez rien, vous perdriez votre temps. Sauf qu'en vérité, tout s'imbrique. Parce que ce qui se passe là-haut, dans le ciel, ce qui se passe dans nos corps et ce qui se passe dans les sols, en vérité, c'est exactement la même chose. Une modification des repères, lente, subtile, progressive, qui crée une nouvelle normalité à laquelle il faudrait s'habituer, mais surtout sans poser de questions. C'était mal compté sur ma communauté. Et c'est précisément quand on vous dit de ne pas relier les points que les points deviennent intéressants. Alors non, les amis, je ne suis pas en train de dire qu'un astéroïde, des insectes génétiquement modifiés, un champ de blé au Brésil seraient directement liés, attention, mais je dis qu'ils racontent la même époque, avec les mêmes motus imperentis, avec les mêmes ficelles. Une époque où en plus les anomalies se multiplient, où le récit change plus vite que le réel, où chaque question qui dérange obtient une réponse trop rapide, trop uniforme, trop parfaite, pour être honnête. Une époque où le ciel, le vivant et la terre semblent chacun à leur manière vouloir nous dire la même chose. Quelque chose est bel et bien en train de bouger. Et le plus inquiétant, ce n'est clairement pas ce qui bouge, c'est l'insistance avec laquelle on tente de nous convaincre que justement rien ne bouge. Et c'est sur ça qu'on doit se serrer les coudes, les amis. Voilà.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de vous laisser, je voulais d'abord remercier chaleureusement l'une des abonnées qui vient de me faire regarder ce sublime cadeau. Il est incroyable. Regardez la perfection des détails qui rappellent tous mes grands sujets. Les couleurs vibrantes, je suis trop fan. Il faut savoir qu'il y en avait un aussi qui était censé représenter Duchesse, mais qui malheureusement s'est cassé pendant le voyage de France jusqu'à Las Vegas. Je suis en train d'essayer de le faire réparer par des amis à moi et j'espère que ça va fonctionner parce que ce serait une dramatique. En tout cas, merci infiniment Garbo pour tes œuvres. Elles sont incroyables. Bravo et chapeau bas. Les amis, n'hésitez pas à aller la suivre et à l'encourager sur ses réseaux sociaux. Je vous les mets tous en barre de description de cette vidéo. Donnez-lui un max de force. Elle le mérite. Je vous mets vraiment tout ce que vous avez besoin pour la suivre sur ces réseaux. Regardez comment c'est beau. Sinon, vous savez que pour m'aider, parce qu'en vérité, la vidéo de dimanche dernier sur les poupées Shein, j'ai été boycottée d'un truc de fou. Ça n'a pas été suggéré. Je sais que le sujet, en plus, il était dur. Donc, je sais que c'était pas forcément ce que préfèrent mes abonnés. Mais du coup, j'ai un peu peur d'être shadowbanné. Donc, plus que jamais, on like, on commente, on partage et on booste. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et c'est tout l'intérêt parce que vraiment, il y a des sujets que je me force à pas aborder parce que je sais que ça passera pas à la censure et que par contre, avec une communauté un peu plus importante et de meilleurs partages et ça passe mieux. Donc, on va essayer comme ça. Merci d'avance pour votre abonnement. Voilà, cette fois-ci, tout est dit et bien dit. Nous, on se retrouve pour nos dossiers du dimanche. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.